Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Être breton, c'est quoi? C'est un état d'esprit? C'est une communauté? C'est une simple appartenance géographique? Il y a une dame qui nous dit, ben, c'est simplement la géographie, j'habite ici, c'est tout. Voilà, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour répondre à votre question, dire que on a tous besoin d'histoire, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, parce que les histoires, c'est le moyen que l'humanité a inventé pour donner du sens à sa vie personnelle comme à son rapport à un territoire. Et on ne peut pas tenir debout sans histoire. Et du coup, moi j'ai envie de vous dire, la Bretagne, c'est d'abord une histoire. Et j'ai toujours aimé d'ailleurs dans ce terme histoire en français, mais on l'a aussi en anglais, on l'a aussi en allemand. C'est autant l'imaginaire, une histoire ça relève de la fiction, et c'est aussi une science. Et moi c'est ce qui m'a intéressée quand j'ai eu ma formation d'ethnologue à l'époque, mais j'ai travaillé sur les pays de l'Est. Mais c'est des pays de l'Est que j'ai découvert la Bretagne, donc la boucle était presque bouclée. Mais je dirais ça. Pour moi, la Bretagne, c'est d'abord une histoire, l'histoire qu'on a envie de se raconter, qui mêle, qui entrecroise une histoire personnelle, une relation à l'endroit où on vit, une histoire familiale qui peut être, comme on l'a vu là, recomposée, inventée, comme le territoire, ça peut être aussi un territoire perdu, un territoire fantasmé. Mais c'est bien de tout ça dont on parle. Anna Feuillet, on entend une jeune femme qui nous dit qu'elle a l'impression que la culture s'efface un peu, que c'est difficile de la maintenir, que l'identité bretonne à Rennes est peut-être en péril, et on a peut-être une histoire d'uniformisation de nos cultures. Qu'est-ce que vous en dites? L'identité bretonne à Rennes est en péril? Je pense en fait que ça nous rapporte à qu'est-ce que c'est que la culture, et je pense que quand les gens s'expriment que la culture disparaît, non, on l'a bien vu tout à l'heure, la culture elle évolue, et c'est bien ça la question. Effectivement, on vit pas de la même manière qu'il y a 50 ans, 60 ans à Rennes, et c'est très bien. Et effectivement, cette culture, elle évolue et il faut l'apercevoir comme ça. L'identité aujourd'hui des Bretons n'est pas l'identité qu'avaient nos arrière-grands-parents. Et c'est très bien, c'est pas pour ça qu'on est plus ou moins breton. On est toujours breton, mais différent. Alors comment vous la définiriez, cette identité bretonne de Rennes? Je pense que chacun met sa propre identité, sa propre vision dans l'identité. On l'a bien vu dans le reportage. Certains disent c'est un bout de carte, d'autres disent peut-être que c'est les recettes de ma grand-mère, d'autres vont dire c'est le paysage, et puis d'autres vont dire mais avec toutes ces tours uniformisées, mon Dieu, ce n'est plus une ville bretonne. Et pourtant, chacun met un bout d'identité. Mais aujourd'hui, la question c'est beaucoup de gens, en tout cas à Rennes, se sentent bretons. Et c'est peut-être ça le plus important. Et la question c'est, qu'est-ce que toutes ces identités, tous ces gens qui se sentent bretons veulent faire ensemble? Parce que vous, par exemple, Montserrat Kessakoberta, vous n'êtes pas né en Bretagne, comme ce Normand d'origine. Pourtant, vous êtes bretonne, maintenant vous vous dites bretonne? Oui, je suis clairement, comme Monsieur Feldman, un bretonne d'adoption. Souvent, j'ai dit que la moitié de mon âme est bretonne et l'autre moitié, elle est catalane. Et je voulais dire que moi, mon expérience bretonne, elle est rennaise. Donc, oui, je réponds oui, Rennes est bretonne. Donc c'est la force de cette identité, c'est qu'elle s'acquiert. Elle s'acquiert, je pense qu'elle est faite de couches, hein, comme a dit Marc Feldman. C'est exactement ça. Moi, je viens avec une expérience en Bretagne. J'arrive à Rennes en 97. Et en 97, moi, je savais qu'à Rennes, on parlait breton. Et qu'à Stivel, c'était une star. Et je ne savais rien d'autre. Et pourtant, aujourd'hui, le hasard fait dans ma vie que je m'occupe des langues de Bretagne et des politiques linguistiques à la ville de Rennes. Ça montre comment je me suis insérée dans cette société en tant que bretonne d'adoption.
Et donc c'est quoi? C'est des rencontres, c'est des livres, c'est des lectures, C'est un peu tout. C'est des rencontres, hein. C'est des gens qui t'expliquent leur histoire, leur mémoire. Ça se passe dans les bars quand j'étais toute jeune. Hein. Ça se passait souvent au Cladahin à ce moment-là, hein, qui est devenu le bois de porte. Je ne vous fais pas de la publicité, mais c'était comme ça que j'ai connu des gens qui m'expliquaient comment ils avaient appris cette langue ou pas, ou comment la parlaient leurs aïeuls, hein, comment la côte bretonne était en train de perdre sa pêche, voilà, c'était toute cette culture du faire, du quotidien, qui m'a interrogée, qui m'a pris du cœur en fait. Voilà. Paul Molac, l'identité bretonne a longtemps été perçue, vue, entendue comme rurale ou encore comme folklorique, seulement folklorique, coiffe et bignou. Est-elle aussi pour vous, vous êtes originaire de Pleyhermel, du monde rural, est-ce qu'il existe une identité urbaine bretonne, Rennes, Bretagne, ça marche, ça fonctionne? Forcément. D'ailleurs, quand j'ai vu le titre, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais pu dire? Bien sûr, Yarvat. Pourquoi chercher quelque chose alors que tout le monde se dit breton et pourquoi faudrait le définir? Parce qu'il y aurait une norme quelque part, être breton ce serait ci, ou ce serait ça, ou ce serait... Non, on n'a pas besoin de normes. Parce que derrière, on n'a pas un État qui est en train de nous dire vous devez être... L'État français, c'est ça. Les pères de la République, quand ils ont fait la République fin du 19e siècle, ils se sont dit les Français ne sont pas français. Pourquoi? Parce qu'eux, ils avaient une idée de ce qu'était être français. C'était parler français comme eux, pas faire de fautes d'orthographe, surtout pas. Ça a permis à l'orthographe d'être un grand pourvoyeur de discrimination, puisque tous ceux qui n'y arrivaient pas, les dyslexiques et autres, étaient balancés du système scolaire. Et puis, il y avait l'histoire. Alors l'histoire, qu'on dit de France, c'est même pas ça. C'est l'histoire, en fait, il s'agissait dans l'histoire de dire que la France a toujours existé. Et en gros, le premier français, c'est Vercingétorix. Comment lier Vercingétorix à la France d'aujourd'hui? C'est une vue de l'esprit, évidemment. Mais cette norme-là, et il y avait la norme géographique. L'Hexagone, voilà, c'était la France. Mais dans cette géographie, il y a aussi une ruralité et une urbanité. Je vous posais la question, est-ce que, parce qu'elle est urbaine, Rennes serait-elle moins bretonne? Ça c'est le mythe un petit peu qu'on a voulu dire. Je vais prendre un mythe bien connu, c'est celui de Brest. Brest aurait une ville française entourée dans le Léon avec des Bretons. Jusqu'au jour où on a fait l'enquête sociolinguistique en Bretagne, Léna, tu le sais bien, et on s'est aperçu que 25% de la population de Brest comprenait ou parlait breton. Pour une ville dont on dit qu'elle est uniquement française, c'est quand même, c'est pas ça. Donc en fait, la bretonité, elle se vit de façon différente. Et qu'on soit à la campagne, qu'on soit à la ville. Et c'est pour ça que on a la chance de pouvoir dire, je crois que c'est monsieur Feldman, voilà, qui a dit, qui a bien résumé. Et breton, celui qui se dit breton, point. Le reste, après, je veux dire, je ne vais pas aller, moi, chercher, j'ai ma façon d'être breton. Alors, ça se voit même sur les vêtements. Mais je comprends que tout le monde ne soit pas forcément tenté par ce genre de choses. Donc, en fait, peu importe. Mais ce qu'il y a derrière, et ça, par contre, effectivement, ça pose problème au niveau juridique, parce que les Bretons, ils n'ont pas besoin de quelque chose. Ils se retrouvent parce qu'ils se sentent bretons. Donc, ils forment un peuple. À partir du moment où vous dites ça, si vous tombez dans la Vulgate française, ils forment un peuple, donc ils doivent être indépendants. Oui, alors, bon, si on fait ça en Europe, 126 nationalités, 126 États, on n'a pas fini. Donc, en fait, les Bretons se reconnaissent comme un peuple, mais après, ils savent que quelque part, ils n'ont pas le droit de... C'est intégré, parce qu'à l'école, on leur dit jamais, on n'en parle pas. C'est d'ailleurs une des raisons, à un moment donné, je me suis posé la question, je me dis, tiens, c'est bizarre, je suis à Pleyhermel, on ne peut pas faire plus breton, Pleyhermel. Je vais dans une école où on ne me parle jamais de la Bretagne, comme si, et on sait tous qu'on est breton. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai commencé à chercher par moi-même, en dehors des programmes scolaires, et j'ai fini effectivement par trouver.
Donc ça, c'est le côté, en fait, quelque part, c'est quelque chose qu'on veut nous cacher. Mais c'est là. Se pose la question quand même alors de la transmission, de comment on transmet cette identité et du rôle des institutions. Anna Soyer, vous avez été élue à la ville. Est-ce que les institutions jouent un rôle pour transmettre cette identité? Est-ce qu'il existe ce qu'on a parfois dit, un jacobinisme rennais, des gens qui méprisent cette identité, qui n'en veulent pas en entendre parler ou qui la combattent même? Des Jacobins, il y en a partout, donc, y compris parfois à la ville de Rennes, il faut bien le dire. C'est pas, la question, elle n'est pas là. La question, elle est effectivement de se dire, les institutions ont leur rôle à jouer, et je pense qu'elles le jouent à leur manière. On pourrait toujours vouloir plus, c'est vrai, moi la première, mais je pense que voilà, aujourd'hui, il y a un soutien très important aux structures associatives, parce qu'on sait que le poids aussi de l'associatif en Bretagne, c'est un des marqueurs de notre identité. Cet engagement bénévole pour justement faire vivre cette culture, cette identité, le patrimoine, la gastronomie, juste le lien social pour faire du loto, parce que c'est important aussi, soutenir ou s'opposer au talus qu'on arrase partout. Enfin voilà, donc tout le monde... c'est le format associatif, c'est, je pense, un des grands marqueurs de notre communauté, du peuple breton, puisqu'on l'a dit, c'est ça. Donc les institutions ont leur rôle, mais dans le périmètre qui leur est donné par leurs compétences. Donc effectivement, il y a le soutien, il y a le soutien à la langue. Avec Mémonté pourra en parler sur les panneaux de rue bilingue pour montrer, faire voir dans le paysage, parce que je pense que le paysage est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on voit dans la ville, comment on entend. Enfin, moi, j'aurais aimé que dans le métro, par exemple, on puisse entendre du breton. Pourquoi est-ce qu'on entend de la musique, là, des fois qui nous casse les oreilles? En plus, pourquoi on ne peut pas entendre aussi de la musique traditionnelle en même temps que peut-être du rap en breton, c'est pas grave, et entendre le nom des stations en breton. Faire en sorte que notre identité, ou globalement les langues, arrivent dans notre paysage du quotidien, qui est aujourd'hui hyper normé par effectivement une vision très française quand même. Oui, parce que Rennes n'est pas Barcelone. Rennes ne joue pas son identité autant que Barcelone peut le faire. Il y a une vraie différence là-dessus quand même. Il y a une différence, mais moi je dirais que c'est pas Rennes, mais c'est pas Barcelone, ou pas que Rennes et pas que Barcelone. C'est que le peuple catalan n'en reste pas à sa culture. C'est-à-dire qu'il a bien compris qu'il y a un besoin énorme de transposer cette identité à la vie politique. Et c'est ce qui se passe en fait à Barcelone. C'est que quand je préparais ce débat, je suis allée voir les statistiques. Et donc, il y a un observatoire régional, tous les 6 mois, il fait une enquête sur plusieurs sujets sociétaux. Et la première des choses qu'on voit, c'est est-ce que le degré d'autonomie de la Catalogne est suffisant? 60% de la population dit non. Et c'est un échantillon large, c'est-à-dire un échantillon qui va prendre le 40% des citoyens qui se sentent autant espagnols que catalans, le 40% qui se sentent plus catalans qu'espagnols, 20% qui se sentent plus catalans que espagnols, et le 20% qui n'est que catalan, mais aussi le 10% qui s'identifie juste espagnol. Et tous ces gens-là, tout ce panorama-là, fait que ce corps citoyen catalan dise non, on n'est pas d'accord avec le degré d'autonomie. Et ça se traslade. Juste pour terminer, en Catalogne, on peut pas prendre la politique catalane juste entre l'axe gauche et droite. Il y a aussi l'axe identitaire, il est clair.
Voilà, et il y a plusieurs degrés. Quand on parle de transmission, je pose la question à Paul Molac, mais à Corinne Poulin aussi, on peut parler de l'école, de l'enseignement, la transmission, elle passe par là, à Rennes et ailleurs. Hein. Paul Molac, vous avez fait des études d'histoire, vous avez été enseignant en histoire. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là aussi ? Alors, si, incontestablement, parce que si un des premiers profs que j'ai eu à la fac de Rennes, c'était Roger Dupuis, qui a permis de revoir totalement l'interprétation de la Révolution française. Et là, quand dans les manuels scolaires, en gros, s'il y a eu la chouannerie, c'est parce que les paysans bretons étaient un peu cons et ils sont restés sous la coupe des curés. Et si vous voyez Roger Dupuis nous dit « Ah non, c'est pas pour ça, c'est parce que les biens d'église sont passés directement aux bourgeois et que les paysans se sont retrouvés en délicatesse économique comme ils l'étaient avant, mais ils espéraient mieux. » Et en fait, chez nous, par exemple, sur Ploermel, ceux qui ont acheté leur ferme sont restés bleus, et les autres sont devenus, non pas contre-révolutionnaires, mais anti-révolution, c'est-à-dire anti ceux qui la faisaient. Et ça, moi, c'est ce que je disais à mes élèves, parce que je voulais quand même pas qu'ils comprennent que leurs ancêtres étaient un peu cons et qu'ils n'avaient pas compris quels étaient leurs intérêts. Et je crois que là-dessus, les profs d'histoire, ils peuvent très très bien modifier le programme, voir la même chose, mais avec des documents différents qui viennent de leur territoire. Et ça, il faut le faire. Et il y a eu Skolvreis qui a beaucoup travaillé là-dessus, etc. Il y a quand même de la matière. Alors après, il faut qu'ils aient envie de le faire parce qu'il n'y a pas d'obligation. Évidemment, il n'y a pas un programme comme celui qu'on peut trouver avec les manuels, mais c'est faisable et c'est à faire. Pour la langue bretonne, c'est pareil, parce qu'une langue, quand à partir du moment où on a fait ce qu'il fallait pour arrêter la transmission, à l'intérieur des familles, en leur disant que ça ne servait à rien, etc. Enfin bon, je vous passe les détails et la politique qui a fait qu'à un moment donné, on s'est attaqué aux enfants qui parlaient breton, c'est quand même pas très glorieux. Et évidemment, maintenant, on se sert de l'école pour leur apprendre la langue. Alors, Corinne Poulin, la même question, mais en même temps, rappelez au public que vous avez été sous le feu de la rampe récemment pour une exposition qui a fait polémique. C'est aussi de la transmission, une exposition champ libre. Alors... Complètement. Et d'ailleurs, peut-être rappeler que le musée de Bretagne est à Rennes et qu'on n'a pas d'autre musée de synthèse sur l'histoire de la Bretagne qu'à Rennes. Et ce musée, il a bien, à son origine, vocation à donner des repères autour de l'histoire de la Bretagne. C'est une histoire de Bretagne. D'ailleurs, dans la nouvelle, j'ai quelques collègues qui sont là aujourd'hui, dans la nouvelle façon dont on présente ce parcours, on assume le fait que c'est une histoire parmi d'autres, qui se raconte notamment à partir des objets qui sont dans nos collections et qui sont, parce que c'est un musée de société, qui sont dans cette filiation de cette philosophie qui était, après la guerre, de donner à voir les cultures populaires. Moi, c'est quelque chose peut-être que je voulais rajouter, c'est que il y a plusieurs choses qui nous tiennent à cœur au Champ Libre. C'est la question des cultures populaires, parce que je pense que derrière tout ce qu'on dit, de ce qu'on a pu perdre, de la culture, notamment bretonne, c'est aussi plus largement la question des cultures populaires en France. Et puis, là où je diverge peut-être de ce qu'a dit Paul Molac, c'est que pour moi, le sujet d'un établissement comme les Champs Libres, qui est aussi une institution, c'est pas tant de donner un récit qui serait divergent par rapport à ce que dirait le ministère de la Culture ou l'État national, c'est que le véritable sujet, c'est la standardisation de nos imaginaires. Et la standardisation de nos imaginaires, elle passe par les réseaux sociaux, ce qu'on nous sert aujourd'hui. Enfin, nos imaginaires sont suralimentés par des produits quand même ultra simplifiés, où le super-héros va globalement sauver le monde. Or, nos territoires, je reprends nos cultures populaires, sont riches d'autres récits. Et pour moi, là où je mets notre responsabilité, c'est comment on fait vivre ces autres récits. Ces autres récits vivent aussi dans leurs autres langues, dans une langue parlée historiquement sur la Bretagne, parce qu'une histoire racontée en breton, elle se dit avec tout l'imaginaire que véhicule une langue. Et c'est ça, moi, dont je me sens, comme mes collègues, responsable aujourd'hui. C'est comment on donne à vivre,
comment on entretient tous ces récits alternatifs aux récits dominants. Parce qu'il existe quand même un récit dominant. Oui, mais pour moi, enfin, je ne sais pas si j'ai des collègues du ministère de la Culture ici, mais je ne pense pas qu'il soit porté par le ministère de la Culture. Je veux dire, on a aujourd'hui des industries ultra puissantes. On caricature en disant Hollywood d'un côté et puis les récits qui viennent de l'Asie de l'autre, mais en fait on a des intérêts. En plus, il y a des gens qui ont à la fois des moyens financiers, un savoir-faire, qui ont industrialisé les process et qui au quotidien sont dans nos iPhones et nous accompagnent. C'est quand même de ça dont il s'agit. C'est l'assèchement de nos imaginaires. Donc je pense que la force qu'on peut avoir en Bretagne, mais je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui s'intéresser à la culture sans s'intéresser à l'endroit où on est situé. En tout cas, notre force, c'est qu'on perdurait, grâce au militantisme, grâce à plein de gens, ces récits. Là où dans d'autres régions, ils ont pu parfois totalement disparaître. En même temps, parfois, les identités créent des conflits. L'actualité le montre malheureusement. Est-ce que c'est bien raisonnable de mettre en avant tous ces imaginaires différents? Est-ce que ça ne crée pas plutôt des fractures plutôt qu'une communauté? Moi, je pense que c'est plutôt l'appauvrissement des imaginaires qui crée le conflit. Pour avoir beaucoup travaillé aussi en Seine-Saint-Denis, je sais à quel point avoir complètement perdu ses racines, devoir grandir dans une culture méprisée, crée justement les mécanismes de la rage, on va dire ça comme ça, et de la radicalité. Donc je crois au contraire parce qu'on a plusieurs fois cité Marc Feldman, parce que je pense que ce qu'il a dit on est pluriel et la capacité qu'a chaque être humain d'être intégrateur de ces différents récits, ça moi j'en suis convaincue et je l'ai vu. Beaucoup des jeunes gens qui aujourd'hui basculent dans le fondamentalisme sont des gens qui ont été dont on a détruit les cultures populaires de leurs parents. Enfin, donc je crois au contraire que peut-être ce qui ressortait des témoignages, c'est-à-dire de la capacité d'accueil des personnes en Bretagne, peut-être que c'est un préjugé, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une valeur qu'on peut revendiquer, vient justement du fait que on sait encore accueillir en Bretagne. Or, la culture, il faut le rappeler, c'est d'abord et avant tout savoir accueillir, accompagner un mort, accueillir une naissance, accueillir un voisin. C'est d'abord ça la culture. C'est savoir rentrer en relation avec les autres. Alors, Rennes, ville capitale de la Bretagne, on va vous interroger aussi là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi peut-être rien que de l'imaginaire. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que Rennes est une vraie capitale? Et peut-être aussi, alors avec des préjugés, au détriment de qui? Au détriment du reste du territoire. Il y a des gens qui vont me dire, ben oui, à Rennes, il y a le métro, il y a la 4G dans le métro, et puis moi, je suis sur mon talus SPZ et je peux même pas donner un coup de fil, quoi. Voilà. Paul Molac, vous êtes aussi un élu régional. Vous en dites quoi? Rennes mange tout? Rennes s'accapare tout? Rennes est le centre du monde en Bretagne? C'est effectivement un discours que l'on peut entendre de certains qui veulent opposer les milieux urbains aux milieux ruraux. Je l'entends parfois dans l'hémicycle régional. Mais les choses sont plus complexes que ça. Je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec le Pinel, par exemple. Alors le Pinel, dans les ministères, ils ont fait tourner leurs ordinateurs, ils ont dit, il n'y a que Rennes qui a le droit d'avoir du Pinel. Expliquez ce que c'est le Pinel peut-être. Le Pinel, c'est des aides tout simplement pour faire de la construction. Et donc, des endroits où on doit faire de la construction en Bretagne, il n'y a pas que Rennes. Donc du coup, on est allé voir le conseil régional, est allé voir la municipalité de Rennes, et puis on nous dit, bon, on pourrait peut-être s'arranger pour qu'ils nous laissent l'enveloppe, mais qu'on la répartisse d'un point de vue régional, pour en mettre ailleurs, là où il y en a aussi instamment besoin. Et la municipalité de Rennes, elle a dit oui. Et Rennes a une grande chance, contrairement à sa collègue de Nantes. C'est qu'elle est située à l'est de la Bretagne. Quand vous faites des travaux, par exemple, dans la gare de Rennes, pour avoir 2 trains sur la même voie, en fait, ça profite aussi à Brest et à Quimper.
et par extension aussi à Nantes pour le Mais on met toujours un peu plus de temps pour aller à Quimper ou à Brest que d'aller à Paris. Certes, mais... On va plus vite à Paris. Oui, mais... oui, ça je sais. On voit mieux Mais- les paysages comme ça. Et en plus, il y a de la 4G pour aller à Paris, mais pas pour aller à Brest. Alors justement, propos de la 4G, bon, je vais vous parler de la fibre. La fibre, on est la seule région à avoir décidé que 100% des foyers bretons seront fibrés. Parce que certains, ils ont décidé que ce serait 80% des foyers. Donc dans ces cas-là, vous avez plus que 50% du territoire à peu près qui est fibré. Donc nous, on a décidé, on a dit c'est toute la Bretagne. Donc c'est effectivement, vous n'aurez pas en milieu rural, vous n'aurez pas les mêmes services qu'à la ville, pas tout à fait. Bon, vous n'aurez pas forcément un bus qui passera 15 ou 20 fois devant vous par jour. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de venir habiter à Rennes. Anna Solier, je vous pose la même question. Rennes, capitale de la Bretagne, ça vous cause, ça vous dit quelque chose, ou est-ce que le mot jacobinisme rennais que vous avez repoussé tout à l'heure existe-t-il ou pas? En fait, le problème, c'est le processus de métropolisation et de concentration urbaine qui a été prôné depuis les années Sarkozy, et effectivement, qui a donné des avantages non négligeables, y compris financiers, dans les grosses collectivités pour s'organiser et donc concentrer beaucoup de choses. Donc c'est un processus qui n'est pas à l'œuvre qu'en Bretagne, c'est un processus qui est à l'œuvre partout et qui atteint des limites. Aujourd'hui, les questions de concentration sont parfois remises en cause et autres. De là à dire d'abord que Rennes l'a voulu totalement, je pense qu'elle en a bénéficié plus qu'elle en a voulu. Et puis je pense qu'aujourd'hui, la question de l'opposition qu'il pouvait y avoir effectivement peut-être entre les villes et leurs territoires et périurbains et ruraux, à mon avis, est en train de s'estomper aujourd'hui. Parce que les villes savent très bien qu'elles ont besoin des espaces ruraux, ne serait-ce que pour alimenter avec l'agriculture en proximité et de qualité. Enfin voilà. Donc je pense que ces questions-là, elles sont en train d'être dépassées et qu'effectivement là où les villes voulaient un peu jouer des fois dans la cour internationale de compétition entre métropoles, je crois que c'est un moment qui est passé. Et Rennes n'a pas je pense, cette volonté hégémonique du territoire, même si parfois de Brest ça se dit mais Parce que par exemple la LGV, on a dit qu'il aurait fallu faire commencer les travaux par l'ouest, ce qui avait été fait pour la 4 voies, commencer par relier Brest à Rennes et ensuite Rennes à Paris. Corinne Poulain, les champs libres, comme ça à brûle pour point, c'est un équipement rennais, c'est un équipement breton? Ça voudrait dire, parce qu'il y a un piège dans votre question, Sans doute. que les Rennais ne sont pas bretons. Donc, j'ai une petite interview, là, je vois que vous avez retenu, les champs libres sont un équipement profondément breton. Déjà parce que, je ne l'ai peut-être pas dit, mais pour moi, il n'y a pas d'identité rennaise. À titre personnel, autant la Bretagne est un espace de projection, c'est-à-dire un substrat, moi qui a participé de ma construction personnelle, parce que j'y projette ma mythologie. J'aime bien parler de mythologie personnelle parce que justement on assemble des éléments disparates, chacun au fur et à mesure de nos rencontres. Moi je crois que la première fois où je me suis sentie bretonne, puisque vous posez souvent cette question à Breton, je crois que c'était le drame de l'Amoco-Cadiz. Parce que 1978, enfant, on est face au désespoir, à l'immense tristesse des gens. On voit la mort qui vient gagner toutes les côtes. Et... C'est aussi un sentiment de révolte à ce moment-là. Oui, ça naît dans la révolte et la tristesse. Et en même temps, je pense pas une admiration, si je trouve pas le mot, pour tous ces gens bénévolement qui vont nettoyer les plages. En tout cas, ça a été un événement fondateur. Et Rennes, c'est une ville que j'aime beaucoup, où j'habite, mais j'ai pas d'identité rennaise. Ça ne veut pas dire, enfin, pour moi, ça ne veut pas dire ça. C'est pas l'endroit de la projection, en fait, de mon identité, qui est plurielle. Et c'est pas parce que c'est une ville, parce que j'ai vécu aussi 10 ans à Berlin et je me sentais très berlinoise.
Donc je suis une berlinoise bretonne. Voilà. Et donc je revendique le fait que les champs libres sont un équipement culturel breton, déjà parce qu'ils ont cette ambition qui, pour moi, marque la culture de l'après-guerre en Bretagne, qui est une ambition égalitaire, une envie d'offrir à tous une ambition émancipatrice, et il y a une capacité à dépasser les clivages pour offrir le meilleur à chacun. Quelque chose comme ça qui est ambitieux, qui s'est traduit dans le Célib notamment, et d'autres aventures dans la vie associative. Et l'union sacrée quand l'avenir du territoire est en jeu. C'est ce que j'ai tendance en effet à dire. Et à l'échelle des champs libres, c'est un peu ça l'aventure, parce que mes collègues sauront de quoi je veux faire parler, toutes choses égales par ailleurs, faire dialoguer un scientifique de l'espace des sciences, une bibliothécaire, un conservateur de musée. Je peux vous dire qu'au quotidien, ça ne se fait pas si naturellement. Donc il faut bien qu'on ait un intérêt sacré ou en tout cas une capacité à dépasser les clivages. Donc il y a ça. Je pense profondément que dans l'esprit d'Edmond Hervé, puisqu'il est à l'origine quand même dans son idée des champs libres, il y avait quelque chose qui caractérise la Bretagne dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et moi je me sens héritière de cette ambition-là, humaniste. Bon, je crois qu'on ne sait pas comme ça forcément qu'on le revendiquait à l'époque, mais oui, une ambition pour les gens et le territoire. Bah écoutez, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. On va peut-être proposer de donner la parole à la salle. On va peut-être parler de l'avenir avant de donner la parole à la salle. Et parler de comment vous voyez l'avenir. Si on se projette dans 10, 20 ans, 30 ans, dans du 2040, dans du 2050, comment est-ce que vous voyez Rennes bretonne? Comment est-ce que vous pouvez l'imaginer? Est-ce qu'elle est, par exemple, le lieu d'une assemblée de Bretagne, pour faire rêver Paul Molac, hein? Montserrat Casac-Bertin, comment vous vous projetez dans 10, 15 ans, Rennes bretonne? Je projette une Rennes très vivable, très bon vivre. Je projette une Rennes où la cohésion sociale, hein, elle est quelque chose de forte dans la complexité de toutes les identités qui viennent et qui vivent aujourd'hui à Rennes. Notre ville, elle doit être la ville de l'accueil de toutes ces identités pour le vivre en commun et pour le partage d'une identité qui est à la base bretonne. Moi, je pense que il n'y aura pas que Rennes. La mouvance, elle est aujourd'hui d'aller vers des grandes zones urbaines. Et même si c'est vrai que peut-être le Covid a commencé à faire d'autres choses dans la tête des gens, mais en général, les gens vont vers la ville, hein, et les villes sont des villes des identités et des identifications. Ça n'empêche que, même s'il y a des gens avec de mémoires culturelles différentes, n'empêche que Rennes peut jouer ce rôle de capitale de la Bretagne et d'accueil de toutes les identités pour en former une commune. Voilà. Et puisqu'on a parlé de Barcelone, de conscience politique, que les débats sur l'autonomie éventuelle de la Bretagne sont en cours, est-ce que l'avenir de l'identité bretonne de Rennes passe aussi par cette conscience politique et par peut-être plus de pouvoir à la région? C'est un peu difficile comme question, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit redonner le pouvoir aux élus, et en particulier aux élus locaux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu une recentralisation, et l'État vous dit, voilà, vous avez telles compétences, vous allez les exercer comme ça, et c'est marqué dans le règlement, etc., et on va vous donner tel argent. Et puis vous vous débrouillez.
mais vous n'avez pas la possibilité d'adaptation, et ce qui fait qu'évidemment, quand on a un règlement qui est fait dans un ministère parisien, en général, il ne s'adapte pas directement comme ça à toutes les situations. Et ça, je pense qu'on en a véritablement besoin. Alors, est-ce que si jamais on avait des compétences, par exemple dans la formation des enseignants, parce que je fais une grosse différence entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Hein. C'est pas le même esprit, hein, je peux vous le dire. Donc, effectivement, si on avait la formation des enseignants, je pense que ça fait longtemps qu'on aurait réglé nos problèmes de formation d'enseignants. Aujourd'hui, il nous en faudrait à peu près une centaine par an dans le premier degré. Des enseignants bilingues. Des enseignants bilingues pour tout simplement mettre en place ce qui a été signé par Jean Castex en 2021. Et on en a 35 à peu près. Donc c'est pour vous dire. Et ce que j'avais dit au recteur, j'avais dit, il n'y a pas assez d'enseignants. Il me dit, oui, mais bon, moi, je lui ai dit, écoutez, c'est pas moi c'est pas la région qui est chargée de leur formation, et croyez bien que je le regrette. Donc effectivement, si on arrivait à avoir ce genre de choses, on pourrait avancer beaucoup plus vite dans un certain nombre de domaines. Ce serait, je pense, une bonne chose pour tout le monde, parce que on garderait, moi je pense que la démocratie naît de l'équilibre. Et quand il n'y a pas d'équilibre dans les pouvoirs, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui en fait décide de tout, parce que c'est comme ça que ça se passe, avec une assemblée à coup de 49-3 qui fait que le débat est quand même assez limité, où est la démocratie? Et donc si on ne réussit pas à partager le pouvoir entre l'État central, parce que je ne suis pas un indépendantiste, et les collectivités locales, je dis bien les collectivités locales, pas seulement la collectivité régionale, eh bien je pense que ce système politique va finir par imploser. Donc je crois que c'est une nécessité à la fois pour Rennes, mais à la fois pour les Bretons et pour les Français de manière générale. Anna Soyer, la même question, on parle de conscience politique. Est-ce qu'il faut avancer sur ce terrain politique, ou est-ce que la défense de l'identité passe simplement par la culture? Alors moi je suis totalement convaincue du fait qu'il faut que ça passe par le politique. Non pas le politique au sens là des gens là très loin de nous, le politique c'est tout un chacun. C'est aujourd'hui comment on veut vivre avec ses voisins, donc c'est très proche le politique de chacun en fait. Ça va même au-delà de l'acte de voter. La politique c'est quel sens on donne à la vie collectivement, et est-ce qu'aujourd'hui on pense que c'est important que les Bretons aient le choix de décider la manière dont on va décider des questions de la pêche, par exemple, en Bretagne. Est-ce que c'est fondamental? Oui, c'est fondamental. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser ça entre les mains d'un pouvoir parisien qui est déconnecté. Est-ce qu'on estime que la question des énergies, elle est fondamentale aujourd'hui? Est-ce que le but, c'est d'installer des centrales nucléaires de proximité, comme on dit, ou pas? Oui, on doit pouvoir décider de ces éléments-là d'une manière ou d'une autre, d'une organisation ou d'une autre. Alors moi je suis dans un parti autonomiste qui pense qu'effectivement l'autonomie de la Bretagne, à l'UDB, doit nous donner les moyens de décider et de faire décider au plus proche des besoins des populations. Donc c'est la manière dont on conçoit les choses. Mais bien sûr, et la question culturelle, elle peut pas se suffire. On peut pas dire il faut d'un côté que la langue bretonne puisse vivre, et pas en même temps dire oui, il faut que les Bretons puissent décider comment on installe des écoles, comment on fait de la création en langue bretonne, comment on va faire des films en breton, parce que c'est important aussi. Tout ça est intimement lié, on ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Corinne Poulain, alors vous parlez d'union sacrée, ça m'a surpris. Que voulez-vous dire? La référence à l'union sacrée, ça voudrait dire que l'identité bretonne, ou ce que nous appelons être breton, être bretonne, c'est quelque chose qui nous traverse dans des moments difficiles. Vous avez cité l'Amococadis, 1978. C'est dans ces moments-là qu'on est breton, quand on sort de Guanadu, quand il y a une catastrophe, quand il y a de la misère sociale, quand il y a une manif. Les moments de crise sont historiquement des moments où à la fois les plus grandes vertus et les plus grands défauts des êtres humains ressortent. On sait que c'est aussi bien là qu'on voit la solidarité que la délation. Donc on aura l'année prochaine d'ailleurs les 80 ans de Ouest-France, mais aussi de la libération en France, et j'espère que ce sera l'occasion de discuter de tous ces sujets,
à un moment où on sent que la guerre n'est pas si loin à nos portes, et quelles sont les valeurs qui nous animent, c'est quoi qui nous structure en tant qu'être humain. Et en effet, peut-être que le terme d'union sacrée, je l'emploie de façon peut-être un peu abusive, mais j'ai toujours quand même espoir qu'on est capable, quand il s'agit de défendre nos intérêts dans nos communautés de vie, qu'on est capable de dépasser nos différents points de vue. Au fond, c'est quand même le projet de la démocratie, hein. On est censé, à un moment, réussir à se parler, et on se dit, il faudrait quand même qu'on apprenne, depuis 200 ans, là, à ne pas faire de celui qui ne pense pas pareil un ennemi, mais plutôt quelqu'un avec lequel on va dialoguer pour construire ensemble. Donc je pense que voilà. Eh ben, on va essayer de dialoguer, de construire ensemble. On va essayer de passer le micro dans la salle et prendre quelques questions. Je dis bien quelques questions, hein, ne partez pas pour nous faire un préségen, comme on dit en breton.